Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité et la culture coréenne. Là, on va vraiment parler d'un fait très présent depuis quelques semaines et même depuis plusieurs mois et même en fait des années, puisqu'on va parler du ban et du boycott du Japon en Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir avec le titre, Papsan a déjà fait une vidéo sur ça. Et moi, je l'avais préparée il y a longtemps, ça fait plus de 2 semaines qu'elle est proche, mais comme je dis, c'est extrêmement d'actualité, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouveaux événements, donc j'étais là, je vais ajouter ça, je la ferai demain, et puis ça fait plus de 2 semaines, et du coup, j'ai vu que Papsan a sorti sa vidéo, je me suis fait, bon, allez, je vais la sortir, je vais me baser un petit peu sur ce que Papsan a dit, parce que, pour moi, il y a des petites erreurs. Alors, il fait une erreur, à mon avis, c'est plus une erreur de montage qu'autre chose, lorsqu'il dit à la fin de la guerre en 1965, oui, je ne remets pas en doute qui sait que la fin de la guerre c'est 45, c'est pas 65, mais effectivement le traité est signé 20 ans après, on y reviendra plus tard. Mais il y a des petites erreurs, par exemple lorsqu'il dit que c'est le Japon qui a relancé la guerre économique. Non, c'est pas vraiment le Japon, mais c'est pas la Corée non plus. C'est vraiment une bonne embrouille. Une bonne embrouille, il faut quoi? Tout le monde a raison, tout le monde a tort, personne n'a raison, personne n'a tort. Et c'est là que tu as une embrouille magnifique. Et c'est exactement ce qui se passe entre le Japon et la Corée à l'heure actuelle. C'est un peu un dialogue de sourds. Et dans ces explications, parfois, peut y avoir un peu de flou, mais cela peut se résoudre très simplement avec une très bonne chronologie des choses. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de vidéos sur la Corée du Sud et c'est pour ça que je me permets d'aborder ce thème-là. J'ai des amis coréens. Lorsque j'exprime quelque chose, c'est pas. Je fais le même disclaimer que Papsan par contre là-dessus. C'est vraiment mon ressenti par rapport à ce que des amis coréens me disent, que ma copine qui est coréenne me dit. C'est vraiment voilà, ce que eux me disent, comment je le ressens par rapport à ce qu'ils me disent. C'est un avis personnel basé sur ces opinions-là. Ce n'est pas l'ensemble de la population coréenne qui est comme ça. Donc je peux faire parfois des petites généralités, mais c'est pas tous les Coréens qui sont comme ça, bien évidemment. Alors pour commencer, il faut revenir à très très loin. Rappelez-vous, il faut, si vous ne savez pas, c'est quelque chose d'important à savoir si vous êtes intéressé par la Corée, de 1910 à 1945, la Corée du Sud est une colonie du Japon et est sous l'emprise du Japon. Et on ne parle pas d'une petite emprise, on parle vraiment d'un truc. Le coréen était interdit, tu vois, genre c'est vraiment un truc dur. Tous les Coréens de nos âges, dans la vingtaine d'années, bah, leurs grands-parents ne parlent, enfin parlent coréen parce qu'ils l'ont appris après, mais vont ne pas savoir l'écrire parce que quand ils étaient petits, le coréen était interdit et à l'école c'était japonais, interdiction d'apprendre ou de parler le coréen. Et à la fin de la guerre, au moment de l'indépendance, le 15 août 1945, aucun traité n'est signé pour le Japon et la Corée. Il y a eu des traités incluant le Japon par rapport aux États-Unis, mais la Corée n'en fait jamais partie. Dans tous les traités, la Corée n'en fait jamais partie, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de dédommagement financier ou organisationnel ou de matériel, rien du tout pour la Corée du Sud ni la Corée du Nord. C'était encore un seul pays à ce moment-là. Contrairement à des pays comme la France, par exemple, où il y a eu le plan Marshall, donc un énorme prêt des États-Unis qui a permis de reconstruire le pays. La Corée du Sud va donc négocier soi-même son traité avec le Japon, mais ça va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps parce que ce traité, il arrivera qu'en 1965, c'est-à-dire 20 ans après. Et on peut citer très clairement ce qu'il y avait dans ce traité. J'ai pris mes petites notes, j'ai pas appris ça par cœur. J'en suis pas désolé, hein. Mais en gros, il y a eu 300 millions d'aides économiques, 300 millions de dollars à chaque fois, 200 millions de dollars de prêts, 300 millions de dollars de fonds d'investissement en forme de prêts et 800 millions de dollars sous le nom de la coopération économique. Donc au total, ça fait 1,6 milliard de dollars, donc même pas 2 milliards, c'est pas beaucoup du tout, sachant que dedans, il y a 500 millions de dollars de prêts, c'est-à-dire que ça a été remboursé au Japon par la suite. Petite précision par rapport à ce qu'a dit Papsan dans sa vidéo, dès 1965, le Japon stipule très clairement que ce traité est le seul et le dernier, que l'argent est pour la Corée en général, la Corée du Sud en général, et qu'il n'y aura pas de dédommagement pour les
personnes qui ont subi des dommages et que toute demande de dédommagement et intérêt pour les personnes elles-mêmes qui ont subi des dommages seront refusées. Très clairement, le Japon, après la signature de ce traité, tourne la page pour tous les délits de crime ou autres qui se sont tenus lors de l'occupation de la Corée du Sud. Et cela, c'est quelque chose qui est de plus en plus critiqué par des personnes en Corée du Sud, non seulement parce que voilà, ils se disent les personnes qui ont subi des dommages mériteraient quand même en fait d'avoir des dédommagements, et aussi parce qu'à l'époque, ce traité-là, en 1965, a été signé par un dictateur. La Corée du Sud a été une dictature pendant de nombreuses années, et il était plus ou moins proche du Japon, donc c'était plus ou moins fait dans l'intérêt de tout le monde, plus ou moins soumis au Japon. Donc c'est pour ça aussi que c'est critiqué de se dire, voilà, ça a été signé, mais ça n'a pas été signé dans l'intérêt de la Corée du Sud. Il faut savoir aussi, comme le dit Papsan dans sa vidéo, les Coréens ne sont pas forcément racistes des Japonais. Le Japon, en fait, ne s'est jamais excusé de tout ce qui s'est passé pendant ces 35 ans. Je le répète, hein, encore une fois, là, on parle de choses vraiment high level, tu vois. On parle vraiment de prostitution forcée. Hein. Les femmes de joie, c'est tout simplement, entre guillemets simplement, des femmes coréennes qui ont été apportées dans des camps militaires pour servir de prostituées aux militaires japonais. On parle de travail forcé. Quand on dit le mot travail forcé, c'est pas, c'était pas juste tiens, tu veux pas travailler dans cette usine, mais en fait tu vas quand même aller à l'usine. Hein. C'était travailler dans des conditions à la limite de l'esclavagisme, même dans l'esclavagisme le plus total, et ne pas être payé dans des conditions extrêmement dangereuses. Tout ce qui, vraiment tout l'eau qui va bien avec. Donc ça, c'est vraiment juste pour les personnes. Énormément de choses comme ça qui se sont passées lors des 35 années d'occupation et lors de la Seconde Guerre mondiale. Et cette histoire de guerre économique commence en novembre 2018 lorsqu'une cour sud-coréenne va demander à Mitsubishi de dédommager certaines personnes qui ont qui ont fait du travail forcé à hauteur de 120 millions de won au maximum pour certaines de ces personnes. Et il y a eu aussi une autre entreprise de métallurgie japonaise qui a par la suite été citée et qui a été jugée. Novembre 2018, c'est une date très importante. C'est le moment où Mitsubishi est condamné à verser les dommages et intérêts. Mitsubishi va refuser. Ils ont un délai de 6 mois pour payer. Ils vont refuser et se cacher, entre guillemets, derrière le gouvernement japonais qui, évidemment, prend la défense de Mitsubishi en disant non, cette histoire elle a été réglée, on avait dit qu'on n'accepterait pas ces demandes-là, donc non, nos entreprises ne paieront pas, que ce soit Mitsubishi, l'entreprise de métallurgie ou les autres, s'il y en a d'autres, ne paieront pas un seul won à des Sud-Coréens victimes de travail forcé. Pour Nippon Steel, l'entreprise de métallurgie, c'est toujours en attente. On est encore dans le délai des 6 mois. Mais par contre, pas pour Mitsubishi. Les 6 mois se sont terminés en avril 2019, ce à quoi le tribunal, vu que Mitsubishi a refusé de payer l'amende, a tout simplement autorisé la saisie de biens immobiliers de l'entreprise. Pour ceux qui me suivent déjà, vous vous rappelez peut-être de ma vidéo sur Kaesong, qui est un complexe industriel sud-coréen en Corée du Nord qui a été fermé et pour lequel la Corée du Nord s'est approprié les machines de production. Là, en fait, c'est pareil, sauf que ça va pas être avec les machines de production, mais avec des brevets et des marques. Il y a au total 2 marques et 6 brevets qui ont été autorisés à être saisis par la justice sud-coréenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple très simple avec des entreprises françaises ou européennes ou américaines que vraiment tout le monde connaît pour que tout le monde puisse comprendre. La saisie de marque, c'est-à-dire, prenons Nike par exemple, Nike qui fait des Nike Air Max par exemple, et bien si un tribunal français dit on va saisir la marque Nike Air Max, Nike n'est plus autorisé à vendre des Nike Air Max en France. Et même plus loin,
Évidemment, s'ils saisissent la marque Nike Air Max, c'est pour la revendre derrière afin de financer les dommages et intérêts que Mitsubishi a refusé de payer. Et pour les revendre, ça va être à une entreprise concurrente. Ça pourrait être Adidas. Évidemment, vous douterez bien que dans une situation comme ça, ce sera une entreprise locale, donc une entreprise française, qui serait plutôt privilégiée. Et bien là, ça va être pareil en Corée. Par exemple, Mitsubishi, je ne m'y connais pas trop sur Mitsubishi, mais une marque, donc un modèle de véhicule de Mitsubishi ne pourrait plus être commercialisé par Mitsubishi, mais pourrait être commercialisé par une entreprise coréenne qui vend des voitures et des motos. Le tribunal a aussi autorisé la saisie de brevets, et c'est-à-dire donc un brevet, ça va être par exemple une innovation technologique. Je vais prendre un exemple dans les voitures, on parle par exemple de se garer, voilà, que la voiture se gare toute seule. Eh bien, imaginez une voiture qui a cette fonctionnalité en Corée, en fait, la voiture ne pourrait plus l'avoir parce que le brevet n'appartiendrait plus à Mitsubishi. Et ça va même plus loin parce qu'encore une fois, ici aussi, là, on parle d'une innovation technologique dans laquelle il y a de la recherche et du développement qui coûte très 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 cher. Hein. Ça passe par des premières étapes de recherche, puis les tests. Enfin, c'est vraiment des prix astronomiques. Évidemment, ça serait saisi, toujours revendu à une entreprise coréenne, et donc il y aurait encore une fois un producteur de voitures qui pourrait avoir cette technologie vraiment clé en main, totalement fonctionnelle, à un prix beaucoup plus bas que ce que ça coûterait normalement, et surtout au lieu de l'avoir dans 5 ans, il l'aurait là de façon immédiate. En fait, on pourrait dire que cette relance de la guerre économique entre la Corée du Sud et le Japon a commencé ici lorsque des tribunaux coréens ont autorisé une attaque directe à des entreprises japonaises. Évidemment, le gouvernement japonais a dit vous voulez attaquer mes entreprises là où elles sont fortes, ben nous on va répondre et attaquer vos entreprises là où elles sont fortes. La Corée du Sud, c'est évidemment dans tout ce qui est production de nouvelles technologies, donc le Japon a commencé, non pas, petite correction, hein, par retirer de sa liste blanche des partenaires de confiance de la Corée du Sud, mais au début de restreindre l'exportation de 3 composants majeurs et très importants pour la production de smartphones, d'écrans plats et de produits technologiques. Évidemment, ça a un gros impact sur la société, avec un grand S coréenne, et sur l'économie coréenne. Avant de parler de la réaction des Sud-Coréens, je souhaiterais aborder les conséquences. Parce que en Corée du Sud, ce n'a pas que des mauvaises conséquences pour les entreprises sud-coréennes, et ce n'est pas que bien pour le Japon. Pour commencer avec le Japon, ok, c'est une réponse directe à dire, voilà, vous attaquez nos entreprises japonaises qui se situent en Corée du Sud, ben, on va vous attaquer vous aussi directement chez vous. C'est plus ou moins compréhensible, il y a une cohérence, bon c'est une réponse, tu m'attaques, je t'attaque, mais ça se comprend, on peut dire que c'est logique. Cependant, ça impacte aussi évidemment les entreprises japonaises, parce que si c'est une industrie forte en Corée du Sud et que les Sud-Coréens se fournissent majoritairement chez les Japonais, en interdisant, ou en tout cas, ils n'ont pas interdit, mais ils ont réduit et complexifié les exportations du Japon en Corée du Sud, bah forcément, ça va aussi impacter les entreprises japonaises. Et il y a d'ailleurs un expert économique japonais qui dit que le Japon creuse sa propre tombe en faisant cela. Effectivement, parce que les entreprises sud-coréennes vont pas rester à leur côté de façon totalement passive à se dire ah bah les Japonais ne veulent plus qu'on achète ces produits-là ou alors rendre ça très compliqué, bon bah on va juste attendre que ça se passe. Non, vous doutez bien, une entreprise comme Samsung, elle doit produire ses téléphones. C'est, je veux dire n'importe quoi, mais c'est 10 000 téléphones par jour, 100 000 téléphones par jour qui doivent être produits. C'est pas un souci économique entre la Corée du Sud et le Japon qui va faire que Samsung va arrêter. La réponse de Samsung, elle a été très simple. Samsung a annoncé l'ouverture de centres de production pour ces produits chimiques qui sont maintenant restreints aux États-Unis. Donc au final, pour Samsung, c'est tout bénéfice. Parce que non seulement ils vont plus être dépendants d'autres entreprises, ils vont produire en fait eux-mêmes ces produits-là maintenant.
Donc ils vont, ok, sur du court terme, ils vont perdre parce qu'ils vont devoir investir sur une usine, machin, tout ça. Mais sur du long terme, ça renforce l'entreprise qui internalise totalement, ou en tout cas de plus en plus, son processus de production. Côté Corée du Sud, la réponse à ce début de restriction sur les importations a été le boycott pur et simple du Japon. Et là, on parle vraiment, comme Papsan le dit dans sa vidéo, les voitures, avec certains qui vont même jusqu'à détruire leur propre voiture, les bières, les restaurants, les marques telles que Uniqlo ou autres. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le président sud-coréen d'Uniqlo avait dit que non, le boycott du Japon, ça ne serait pas un problème pour eux. Et il n'y a pas eu d'autres communiqués depuis de la part d'Uniqlo. Mais un fournisseur de cartes bleues, comprenez une banque sud-coréenne, a annoncé que le chiffre d'affaires d'Uniqlo a été impacté d'environ 20-25%. Et c'est ça le constat pour toutes les entreprises liées plus ou moins au Japon, c'est une fourchette perte de chiffre d'affaires entre 10 et 40% depuis le début du boycott. Et le boycott a pris de très grandes ampleurs, ce que Papsan dit dans sa vidéo, 60% des Coréens réalisent ce boycott, c'est vraiment énorme, ça fait plus d'une personne sur deux, on se rend peut-être pas bien compte, mais c'est vraiment ouf, c'est vraiment un chiffre très très grand et très important. À titre individuel, c'est plutôt facile d'agir, c'est juste se dire, voilà, ça c'est japonais, ou voilà, mes vacances, je ne vais pas, aller au Japon. D'ailleurs, ça a même été tourné un petit peu à un esprit marketing par certaines entreprises, puisqu'il y a dans Gangnam une entreprise de chirurgie esthétique qui a fait une offre promotionnelle. Si on prouve qu'on a annulé un déplacement au Japon, alors on peut recevoir 50% de réduction sur sa chirurgie esthétique. Et l'exemple le plus marquant de tous ceux que vous pourrez trouver sur internet, que ce soit avoir du kimchi sur sa voiture, casser sa propre voiture, faire des offres promotionnelles, la chose la plus choquante qui se soit passée, et c'est pas rare en Corée quand on s'y intéresse un peu plus, quand on s'intéresse à l'actualité, on se rend compte que c'est pas rare, mais c'est un message très fort. Il y a un homme dont le beau-père a été victime de travail forcé qui s'est immolé devant l'ambassade japonaise. Immolé, hein, je te parle bien de brûlé vif. Il s'est mis le feu devant l'ambassade japonaise. C'est pas un petit truc. Pour moi, très clairement, mourir par le feu, c'est l'une des morts les plus cruelles. Se noyer et mourir par le feu, je pense que ce sont les deux morts les plus cruelles. L'image qui est renvoyée quand ça se passe, c'est de se dire je préfère mourir de cette façon horrible plutôt que de vivre dans la douleur que vous m'infligez. De leur côté, des personnalités ont aussi fait la promotion du boycott du Japon. En Corée du Sud, le boycott n'est pas bien vu par tout le monde. Comme le dit Papsan dans sa vidéo, certains disent voilà, c'est pas bien si vous allez plus au Japon. Mais dans ce cas-là, les guides touristiques coréens qui font visiter le Japon à des Coréens, comment ils vont faire pour vivre? C'est un des arguments. Mais ce qui a aussi été très très critiqué en Corée du Sud, c'est le fait que cette campagne de boycott du Japon a été orchestrée par le gouvernement et les mairies. C'est-à-dire que dans la rue, vous voyez vraiment beaucoup d'affiches Boycott Japan, no Abe. Sauf que ces affiches-là, pour un certain nombre d'entre elles, n'ont pas été installées par des personnes, par des citoyens lambda, mais par des employés de la mairie, du gouvernement, qui ont été payés pour faire ça et pour un peu brainstormer la population au boycott. Ce qui a donc vraiment été reproché, c'est que le gouvernement orchestre, manipule la population pour boycotter le Japon. Et là, attention, je parle bien de Sud-Coréens, dont certains sont favorables au boycott et d'autres disent que non, ce n'est pas la bonne solution. Alors, bonne solution ou pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas le dire, chacun peut avoir son avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation. Mais en tout cas, chose qui est sûre, c'est que ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a de nouvelles choses. Depuis le boycott, le Japon a retiré la Corée du Sud de sa liste de partenaires de confiance, avec pour raison officielle que la Corée du Sud utilise les importations japonaises à des fins militaires, et quelques heures après, le Japon a fait de même. Il y a une possibilité
Et il y a une ouverture d'assouplissement des relations avec Moon Jae-in qui a pris aujourd'hui la parole parce qu'on est le 15 août, aujourd'hui le jour de la libération de la Corée du Sud de l'Empire japonais. Et Moon Jae-in a pris la parole en disant qu'il est ouvert à la discussion si les Japonais sont eux aussi ouverts à la discussion. Pour être honnête, c'est réellement un échange de tennis sur les attaques. Une fois c'est le Japon qui attaque, une fois c'est la Corée du Sud. Très récemment, il y a eu aussi des rumeurs que la Corée du Sud allait réaliser des exercices militaires non loin de Dokdo. Dokdo qui est une île revendiquée par la Corée du Sud, mais que le Japon se proclame propriétaire. Là, on dépasse même l'économie, hein. C'est vraiment se dire, bon, ben, on va faire des exercices militaires proches d'un territoire. Nous, on dit qu'il nous appartient, les Japonais disent que ça leur appartient. Allez, on va mettre des militaires à côté. C'est diplomatiquement très fort. Les attaques qui vont au-delà de l'économie et qui sont vraiment diplomatiques, le Japon n'est pas du tout innocent et en réalise aussi, à titre d'exemple, une action qui a été menée. Le Japon a fait retirer d'un musée allemand la statue de la femme coréenne qui est l'image des femmes de confort. J'ai essayé d'expliquer cette situation entre la Corée du Sud et le Japon de la façon la plus complète, mais aussi la plus simple possible. J'espère que ça vous a plu et surtout j'espère que j'ai réussi à bien expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle. Encore une fois, pour moi, il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort, mais ça serait temps que les deux se comprennent, se pardonnent mutuellement et passent à autre chose. Pour réagir juste à un point qu'a dit Papsan, lorsqu'il dit on ne peut pas comprendre, lorsqu'il dit dans les commentaires, allez-y mollo, on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'occupation, machin. Alors, je suis d'accord. Nous, personnellement, Papsan, voilà, on était à Nyang ensemble, donc tu dois avoir à peu près le même âge que moi. À 23 ans, on ne sait pas ce que c'est que l'occupation, on ne l'a pas vécu nous-mêmes. Mais tout comme un Coréen de 23 ans n'a pas connu l'occupation, cependant, tout comme lui, nos grands-parents l'ont connu. 39-45, mais la France était occupée par les Allemands. Ça s'est passé différemment. Par contre, le patrimoine a été plus préservé par rapport à ce qui s'est passé en Corée, mais en Corée, il y a eu moins de meurtres massifs. Voilà, il n'y a pas eu ils n'ont pas dit, tiens, tous les catholiques qui sont présents, on va les tuer, ou tous les bouddhistes présents, on va les tuer. Enfin, c'était des situations différentes, mais on l'a vécu, évidemment, encore une fois, situation différente. Ça n'a pas été le cas pendant 30 ans, voilà, ça n'a pas duré aussi longtemps, mais ça a été connu, ça a été vécu par des personnes qui sont encore vivantes en France à l'heure actuelle. Et on peut même aussi prendre l'exemple de l'Alsace et de la Lorraine, entre 18 et 45, qui appartenaient à l'Allemagne. Et d'ailleurs, l'Allemagne avait fait pareil que le Japon, avait interdit le français dans ces zones-là. Donc voilà, si l'histoire française, l'histoire récente française, hein, ça s'est passé dans les mêmes périodes, fait que on peut comprendre ce qui s'est passé, ou en tout cas on peut avoir un avis si on parle à des personnes qui ont connu ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi dans les commentaires. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut comprendre cette situation-là totalement, dans le sens où bah, voilà, c'était différent, ça s'est passé 35 ans, ce sont des cultures différentes, donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Mais c'est possible d'avoir, je pense, un point de vue si on s'y intéresse vraiment. Je pense qu'on peut avoir un point de vue personnel. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez un avis. Voilà, n'hésitez pas à dire oui, c'est vrai que lorsque le Japon fait ça, peut-être qu'il pourrait faire ça pour que ça aille mieux. Voilà, commencer par s'excuser, puis voir ce qui peut se passer. Ou dire non, franchement, c'est vraiment la faute de la Corée. Ça avait été vraiment très dit, très clair que aucun dédommagement personnel ne serait fait, donc c'est vraiment tout de leur faute. Voilà, ce sont des points de vue, ça se respecte. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça se respecte. Parce que tous les points de vue se respectent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager et à vous abonner. Je fais beaucoup de vidéos sur la Corée, que ce soit sur l'actualité coréenne de cette façon, sur la culture coréenne de cette façon aussi, ou alors sur que visiter, comment organiser votre voyage, ou si vous vivez en Corée,
pour donner des exemples de vidéos sur quelle application utiliser pour vous déplacer en Corée du Sud, prévoir vos déplacements, voilà, des petits trucs comme ça, des petits conseils. Et lorsque je vais en Corée, des petits vlogs. D'ailleurs, vous pouvez retrouver peut-être une trentaine, une quarantaine de vlogs sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aussi, très important, de la cuisine coréenne. Si vous souhaitez des bonnes recettes que vous pouvez faire en France, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à bientôt.